Recording. Recording. Donc, on parlait juste avant, Pascal, c'est en ces périodes difficiles où il faut avoir du courage. Je pense que c'est le mot d'ordre. Ouais. Je pense que c'est important parce que, en fait, les gens ont peur et comme le discours officiel, il est quand même très éloigné de la réalité, les individus, les familles, enfin, les gens qui essayent de survivre, ils se rendent bien compte que ce qu'on leur raconte, c'est pas du tout en lien avec ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient. Et ça, c'est une situation qui est hyper pénible pour les êtres humains. C'est si on te dit non, non, il fait pas chaud, puis que toi, t'arrives pas à te rafraîchir, c'est pire que d'avoir chaud. Ouais. Hein? S'il fait très chaud, puis qu'on te dit ouais, en effet, il fait très chaud, ça va, tu survis. Mais là, on est un peu dans une situation où on nous dit non, non, les gars, ça va bien, il y a du soleil, tout est rose, tout est bien. Et puis l'Union européenne, elle nous offre un chargeur USB-C. Waouh, c'est vrai que ça va améliorer le sort de nos enfants, quoi. Ou un bouchon qui est accroché à la bouteille. Ou un bouchon accroché à la bouteille. Et en fait, les gens sentent très bien qu'en fait, l'ambiance, elle n'est pas à la fête en Europe. Et le fait de même pas pouvoir l'entendre ou le lire, ça rend cinglé, c'est insupportable. Et je pense que c'est bien plus favorable en fait de faire une espèce de constat qui est un peu plus ancré dans la réalité, même s'il est un peu difficile à entendre. Tu te sens au moins seul. Tu te dis ah mais il n'y a pas que moi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que il y a pas mal de news. Aujourd'hui, on va parler de Trump, d'Elon Musk, le déclin, on va dire, économique de l'Europe. C'est vrai que maintenant, on peut plus cacher les choses, hein. Il y a pas mal de news qui sortent et puis on voit que ça va pas. Mais comme tu dis, j'ai l'impression que pas tout le monde dit la vérité. Puis moi, j'avais une discussion justement hier avec un ami qui bosse dans une grosse boîte et justement, il a démissionné. Puis on voit qu'il n'y a plus d'investissement, c'est que du cost-cutting, couper les coûts partout. Et j'ai l'impression que, en fait, tout le retard technologique, économique, on fait rien pour y pallier. Donc, il y a zéro investissement. Et puis, la seule chose que les politiques ou on va dire les grosses boîtes font, c'est couper des têtes. Alors, ils essayent de survivre, hein, les politiciens comme les chefs de grandes entreprises. Leur boulot, c'est de faire en sorte que ça continue. Je crois pas, de nouveau, je l'ai dit souvent, mais je crois pas qu'il y ait une espèce de petit diablotin qui conspire pour essayer de faire en sorte que la situation soit insupportable. C'est simplement qu'on s'inscrit dans un système, dans une histoire. On sort d'un cycle de 70 ans où l'économie, la société, la civilisation, elle avait une certaine approche. Et puis ça, c'est en train de changer fondamentalement. On va en parler. Il y a toute une série de faits qui le montrent. Et alors nous qui vivons en Europe, évidemment qu'on n'est pas à la fête parce que l'Europe elle est en train de s'écrouler économiquement, intellectuellement, sous différents aspects. On va détailler ça un peu mieux. Et puis on a longtemps entendu, en tout cas moi je l'ai entendu dans pas mal d'articles, de bouquins ou de podcasts, on disait toujours c'est l'Occident qui s'écroule. Mais dans l'Occident, en général, on considère qu'il y a en gros l'Europe, l'Australie et les États-Unis. Et je pense qu'en fait, les États-Unis sont en train de s'en sortir, mais sans nous, sans l'Europe. Et ça, it hurts. Ça fait mal parce que on est en train de se faire déchirer entre la Chine, l'Inde et les États-Unis, et le leadership européen n'a pas de solution. Alors, je suis pas non plus trop pour leur taper dessus, si on veut. Je suis pas sûr qu'en fait, il y a un leader politique européen qui pourrait faire réellement quelque chose. D'accord? Il va y avoir toute une série de bouleversements. Et je pense qu'ils sont un peu désemparés. Peut-être c'est une question de compréhension de la situation ou de moyens d'action, mais disons, en tout cas, il n'y a pas de décisions qui sont prises qui donnent de l'espoir. Avant de développer sur Trump, Musk et les États-Unis, est-ce qu'on peut dire qu'on se retrouve dans une situation à cause de nous-mêmes? J'ai écouté une interview hier de je ne sais plus quel économiste qui parlait, on fait souvent cette référence aux 30 glorieuses, et lui, il avait retourné le terme en disant les 30 glandeuses. Et, Ouais. Puis maintenant, je pense qu'on est dans les 30 pleureuses. Oh, ça va pas. Mais justement, tu vois, on parlait il y a 2 semaines en arrière du leadership, et puis là, on peut aussi l'appliquer aux politiciens. Donc, on est dans une période qui est difficile.
On parlait de wartime CEO, donc dirigeant en temps de guerre pour des boîtes, et puis peacetime. Donc là, on est clairement plus dans le temps de paix, et puis on le voit justement avec les alliés, que ce soit au niveau économique ou même guerre, etc. Et que là, on peut tout bonnement dire qu'on n'a pas les bons capitaines à bord, en fait. Ben, c'est-à-dire que je pense pas qu'on a des capitaines, on a des gestionnaires. Expédier les affaires courantes, c'est pas tout à fait la même chose que et c'est le prolonger le trait historique, c'est pas tout à fait la même chose que de proposer une vision. Pourquoi on a des gestionnaires à la tête souvent et des entreprises et des États c'est parce que ça fait 70 ans qu'en fait c'est mer d'huile, vent arrière, tranquille le chat, apéro à 17 heures. Donc c'est normal en fait quand t'es dans un espace géographique euh, qui est très favorable, où il y a beaucoup de richesses, etc., que l'Europe, ça reste l'endroit au monde qui est en tout cas aujourd'hui le plus agréable à habiter. Je pense que ça va changer, mais je dirais pendant presque 100 ans, ça a été un endroit formidable. Et le problème, c'est qu'évidemment, le problème, c'est génial qu'on ait eu cette paix pendant si longtemps. Et je crois pas qu'on arrive dans des temps durs. Ça, je pense que c'est des fadaises. S'il fallait retourner en 1920, moi, j'irais pas. Je pense que la vie, elle était bien plus moche à l'époque. Donc, je retournerai pas 100 ans en arrière. Je suis très content de vivre au début du 21e siècle. Par contre, on est dans un temps de changement. Et en fait, les collectivités et les individus, tout le monde, tous les auditeurs peuvent le mesurer. Quand vous déménagez, même si vous êtes content de déménager parce que vous allez aller dans un appartement plus joli ou une maison plus grande, c'est fatigant. Il faut faire les paquets, il faut les transporter, il faut s'habituer à un autre endroit, c'est une autre boulangerie. C'est pas la mort, mais un déménagement, c'est fatigant. Changer de job, c'est quelque chose qui prend une certaine énergie. Donc, le changement, en fait, c'est quelque chose que souvent l'être humain essaye de repousser. On a du mal avec ça. Alors, il y a différents degrés. Il y a des gens qui sont plus ou moins fit pour y aller comme ça. Et je pense que c'est plutôt la relation au changement, en fait, pour les leaders qui est différente. C'est pas tellement que c'est la guerre. Le fait qu'on en parle comme un wartime CEO, c'est parce qu'on a été tellement habitué aux 30 glandeuses. Et puis, tu sais, le gestionnaire, oui, ISO, c'est en ordre. On se repaît de systèmes qui permettent de se reposer. J'en veux pour preuve, par exemple, tous les accidents et les problèmes de malfaçon en termes d'engineering et de production qu'il y a eu chez Boeing. Boeing, ils ont un système ISO qui est extraordinaire. Ils oublient quand même de mettre des boulons sur les portes. C'est quand même ennuyeux. Donc, les gens qui ont pratiqué dans l'industrie, ils savent très bien qu'en fait, ISO, c'est un outil, ça soutient en fait la qualité, mais ça n'est pas la qualité. Il faut aussi une volonté, une vision, un esprit, une envie de bien faire. Les hommes comptent. Et c'est clair que quand pendant une période significative, en fait, c'est pas qu'il se passe rien, mais que tu gères les affaires courantes, tu n'as pas besoin de t'adapter fondamentalement. Imagine pour un grand leader européen d'un grand pays. Jusqu'à maintenant, voilà, il n'y a pas de guerre en Europe, tout va bien. Et tout d'un coup, il y a une guerre qui éclate en Ukraine. Il faut moderniser l'armée, il faut faire changer la part budgétaire qui est allouée à la défense. Et non seulement ça, mais en plus les vieilles recettes. Hein, à chaque fois qu'il y a une guerre, on se rend compte que le matériel et la stratégie d'avant, elle est un peu éculée et obsolète. Donc maintenant, il faut des drones. C'est un des enseignements de cette guerre en Ukraine, c'est qu'en fait, le matériel qui permet de faire une guerre, il est un peu différent. Il y a les missiles hypersoniques russes. Donc, ça veut dire que un militaire maintenant à qui tu dis, bon, mec, on va doubler ton budget, il a aussi un immense travail d'adaptation pour savoir comment est-ce qu'il faut organiser cette armée. Donc, le point, c'est qu'on est dans une période de grands changements. Et moi, je trouve ça excitant parce que ça va aboutir après quelques, on va dire, années ou décennies d'errement, ça va aboutir à une organisation sociétale et collective qui sera probablement mieux. Mais maintenant, on est dans le transitoire. Donc, c'est pour ça on a du mal à lire le monde. C'est parce qu'il y a tout qui change. Mais il faut bien que les auditeurs se disent un truc. Pendant 70 ans, en fait, il s'est rien passé. C'est pour ça qu'on avait une espèce de lecture du monde qui était claire. C'est facile parce que là, tu as le temps d'écrire des bouquins. Tandis que maintenant, les choses changent vite. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que on est dans une période de changement. Il faut miser sur l'adaptation. Il ne faut pas que les gens oublient qu'en fait, ils ont une capacité à s'adapter. Mais le risque maintenant, c'est de se dire non, non, rien ne va changer. Là, tu te mets en danger.
Ça me fait penser à une citation qui dit les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent les périodes de paix, les périodes de paix créent les hommes faibles, Mhm. et les hommes faibles créent les temps difficiles. Ouais, alors moi je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense que c'est trop simpliste. C'est typiquement, imagine par exemple maintenant que tu dois trouver un CEO pour la Poste. Je veux dire, quand tu attends un courrier, tu espères que la Poste va être fiable. Et en Suisse, on a une chance incroyable. La Poste, c'est un truc de dingue, ça marche super bien. Je discutais avec un copain qui a géré une très grosse entreprise en Russie. Il a dû presque reconstruire une poste parce que la poste russe, ben, c'est pas fiable. Tu reçois pas tes courriers, tu reçois pas tes paquets. D'accord? Donc, le fait qu'en Suisse, on ait un courrier postal et, enfin, pour les lettres et pour les paquets qui soient très fiables, c'est génial. Mais maintenant, quand tu dois gérer la poste, il n'y a pas besoin d'avoir un gars qui soit d'un niveau d'innovation incroyable. Il faut quelqu'un de stable, qui fasse les choses bien, qui gère, qui gère mes mères, quoi. Faut être calme, tu vois. Il y a besoin d'avoir si tu nommes un Elon Musk, il te fout tout en bas parce qu'il va tout vouloir réinventer, alors qu'il n'y a pas besoin. En fait, il faut gérer les affaires courantes. Et je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement tout le monde peut faire les deux, mais il y a des gens qui sont plus doués peut-être pour administrer les choses sans être trop imaginatifs ou trop disruptifs. Puis il y a des gens qui sont beaucoup plus fit pour réinventer le monde. Et l'exemple extrême, c'est Elon Musk. Elon Musk, il a réinventé le domaine de l'automobile en faisant d'excellentes voitures électriques. Euh, la conquête spatiale avec SpaceX, les telcos avec son Starlink qui Starlink. permet d'avoir la connectivité data partout sur Terre, et les journaux ou les médias avec X. Je veux dire, c'est quand même, c'est un mec, quand il arrive dans un espace, en fait, une fois qu'il repart, tout a changé. Donc, en fait, on peut dire qu'il a des caractéristiques qui font qu'il a une capacité à voir ce qui va être pertinent demain et ensuite à mettre en place les changements, à l'idée les hommes pour en fait que ça soit durable. Mais une fois qu'il aura fait prendre le virage à toutes ces industries, il faudra qu'il soit remplacé par quelqu'un qui gère les affaires Exécute, quoi. courantes. Donc, Il gère, c'est ouais. pas la guerre ou la paix, c'est pas des petits Mickey qui sont faiblards versus des gens qui sont très courageux. C'est des gens qui ont une relation à la vision, au futur, au changement, c'est un type de leadership qui est différent, mais je pense que les deux se complètent. Et simplement, il y a une sorte de leadership maintenant plus visionnaire et plus ambitieuse qui est plus adaptée à un contexte de changement rapide. Et je sais pas si tu as vu, mais apparemment, la Poste au Royaume-Uni, elle a été rachetée par un milliardaire tchèque. Donc, Non, je savais pas. c'est assez intéressant. Ouais, C'était paru, je crois, dans Le Monde ou je sais plus quoi, il s'appelle Kretinsky, Daniel Kretinsky. Et ok. après 500 ans, le Royal Ouais. Mail, ouais, il a été racheté ou ça va se faire, ou je sais plus exactement, mais les choses changent. Donc, ça nous fait Mhm, une transition pour jumper sur le sujet dont tout le monde parle. Trump, Trump et sa manière de faire un peu mafieuse, donc lui qui a côtoyé la mafia new-yorkaise, il sait comment y faire pour faire transpirer les gens. mhm, Il y a tout le monde qui s'affole de la gauche à la droite, à l'extrême droite et tout. Et il est un peu aidé par Elon Musk, qui, mhm. je l'appellerais comme, on va dire, son bras droit en communication, parce qu'il utilise très bien X et il fait flipper tout le monde. Donc là, on a vraiment l'impression d'avoir le loup alpha versus les Européens qui flippent. Ouais. Ben, je pense qu'en fait, l'élection de Trump, déjà, c'est la première élection du podcast. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, mais c'est la première fois, en fait, que c'est plus CNN qui drive ça, mais que ce sont les réseaux sociaux, YouTube et les podcasteurs. Donc, c'est un vrai changement d'époque, hein, parce que là, c'est les plaques tectoniques qui bougent. La deuxième chose, c'est que moi, Trump, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, mais je pense que ce qu'il a, et c'est probablement pour ça qu'il a été élu, en tout cas en partie, c'est qu'il a une lecture de la réalité qui est plus précise. Il dit le vrai de manière moins fausse que les autres. On peut dire Et pragmatique aussi. ça, je sais pas. Honnêtement, je peux pas juger parce que je l'ai jamais vu bosser. Je sais pas comment il le fait. Si tu veux être pragmatique, c'est aussi
Bah oui, dans le sens où il a été élu, mais si tu veux, il décrit les problèmes que les gens voient. D'accord? Donc en fait, ça marche bien. Après, qu'est-ce qui va arriver à avoir comme impact sur le réel, c'est une autre chose. Mais parce qu'après, il faut les résoudre les problèmes. C'est vrai. Mais je pense qu'il en a parlé avec un peu plus d'honnêteté. Et c'est, à mon avis, pas du tout le monstre qu'on nous dépeint. Je pense en Europe, on va pas du tout l'aimer parce on va se souvenir que c'est un président américain. Et puis que l'Europe n'existe pas parce qu'en fait, c'est une collection de nations et puis que c'est en fait du red tape qui a été rajouté sur des nations souveraines. Et voilà. Et ma foi, le projet européen, il n'a pas eu le temps de se cristalliser avant qu'on en ait besoin. Donc, je pense que ça va partir en steak et c'est pour ça qu'ils sont tout énervés parce que on est c'est un nouveau chapitre qui s'écrit. Quand tu dis D'accord? tout énervé, c'est qui? Oh, alors, on les a vus, hein. Il y a Trump qui a vertement attaqué le Premier ministre anglais. Il a fait un call avec la présidente de l'AFP, Alternative für Deutschland, que j'ai écouté d'ailleurs, qui est disponible, où ils ont une discussion tout à fait cordiale et agréable. Et puis, Ça, c'est le en fait, parti de l'extrême droite en Allemagne, l'AfD. oui, alors, alors ça, on va en parler après, mais Mm. je dirais, il a un certain nombre de dialogues avec des leaders européens pour ou contre, et on voit bien ce que les leaders européens essayent de faire, c'est de lui dire, mec, tais-toi, parce que sinon on va te faire des ennuis avec X. Mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que c'est Musk qui décide, c'est lui qui tient le couteau par le manche parce qu'il a Starlink. En Ukraine, ils en ont besoin. Donc, s'il leur coupe le sifflet, ben voilà, voilà. L'Europe constate son impuissance. Et je pense que ça énerve grandement les leaders européens. L'autre chose, c'est qu'en fait, il y a eu quand même beaucoup d'histoires qui ont été cachées. Hein. En Angleterre, il y a eu quand même des viols que j'ai lus de milliers de filles qui ont été volontairement cachés parce qu'on ne voulait pas apparaître comme stigmatisant la communauté musulmane. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans les faits, mais le peu que j'ai lu les documents qui ont été déposés pour ces procès, ce sont des histoires qui sont abominables. Et de ne pas C'est dire un le gang vrai. pakistanais, ouais. Voilà. Puis oui, mais bon, le fait qu'il soit pas, c'était surtout un gang d'affreux bonhommes. Non, Le mais j'ai fait qu'il soit pakistanais, pas, c'était pour ça ouais, qu'ils ouais, voulaient pas exactement, parce qu'ils qu'il y ait voulaient un pas retournement stigmatiser contre les Pakistan. Voilà, exact. Ouais. exactement. Et du coup, c'était surtout un gang d'affreux bonhommes qui ont fait des affreuses choses. Et en fait, le cacher parce qu'on veut pas impacter la communauté, c'est ne pas lire le réel et ça fait des problèmes plus grands. C'est le wokisme. Après, exactement. Et en Allemagne, il y a eu un immense problème parce qu'ils ont complètement foiré avec leur stratégie énergétique. Maintenant, ils ont plus de gaz russe, ils ont plus de centrales nucléaires, l'industrie automobile s'écroule. C'est vraiment, c'est Chirac qui disait les emmerdements, ça vole en escadrille. Bah, bonjour, là, ils sont servis. Et du coup, inévitablement, il y a des alternatives qui se présentent. Et justement, comme tu disais, ils essayent de bloquer un peu Musk et Trump, mais si on regarde bien, Tesla, c'est, je crois, la plus grande, la Gigafactory, la plus grande usine de voitures en Allemagne. Et puis, ils ont aussi critiqué le fait que Trump a reçu chez lui à Mar-a-Lago Giorgia Meloni. Donc, Mhm. ce que je trouve intéressant, nous, pour notre podcast, c'est qu'au départ, on ne voulait pas forcément parler de politique, mais là, la partie politique et la partie business, elle est Ouais. vraiment en train de s'imbriquer, en fait. Ouais. Et qui l'aurait cru, hein, il y a 6 mois en arrière. Enfin, je pense que l'élément déclencheur, c'est la tentative d'assassinat sur meurtre et le ralliement, la tentative d'assassinat sur Trump et puis le ralliement de Musk. Et puis, justement, où tu as un peu les barons de la tech, Zuckerberg, qui est en train de le soutenir. Ouais. Alors, je pense que Musk, ça a été un accélérateur, mais à mon avis, le mec clé, c'est Jeffrey Sachs. David Sachs, pardon. C'est un investisseur de la mafia PayPal qui a toujours soutenu Trump. Et pourquoi? Parce qu'il avait une lecture plus juste à son goût de la réalité des faits. Et je pense que ce qui a beaucoup fâché les Américains, et moi aussi, parce que quand même, un président américain, il a quand même un gros bouton nucléaire, c'est qu'en fait, maintenant, tout le monde avoue, et c'est sorti aussi dans le Washington Post et le New York Times, que Joe Biden, ça fait 4 ans qu'il est sénile. Ouais. Euh, et de faire des grands discours sur la démocratie et les vertus du journalisme,
alors que tout le monde savait et personne n'a rien dit, le leader de la plus grande puissance du monde qui a plus les yeux en face des trous, c'est quand même un peu inquiétant. Et quand tu caches des choses comme ça, eh ben, c'est très difficile après d'être crédible dans ta parole. Tu peux pas, je veux dire, il y a rien qui excuse ça. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça que Trump a gagné. Le truc, c'est le principe de réalité, c'est-à-dire que tu peux proposer quelque chose, mais si ta lecture du réel elle est trop fausse, tu prends de trop mauvaises décisions. Et ça finit par avoir un impact dans les faits. Et au bout d'un moment, les gens, bah, ça s'appelle la démocratie, c'est le démos qui décide, c'est le peuple. Et puis les gens disent, bon, bah, maintenant, vous barrez, on va essayer autrement. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, mais ça veut dire que si au moins tu fais pas une lecture qui est un tout petit peu précise des défis qui sont en jeu, alors tu vas au-devant de gros problèmes. Et je pense que les Américains, ils l'ont joué finot parce qu'en fait, ils sont en train de se remettre sur leurs pieds. Et c'est, à mon avis, ça qui doit rendre les leaders européens complètement dingues, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas dans le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième wagon, ils sont pas dans le train. Ouais, ils nous prennent pas avec nous. Non, non. Avec eux, Et, pardon. et Musk, en réagissant comme ça, et ça leur rend des politiciens européens complètement dingues, c'est qu'il leur dit, écoutez les mecs, c'est pas vous qui décidez. Et c'est la réalité. Je veux dire, la France peut faire interdire le réseau X. Moi, je pense qu'ils en ont rien à carrer. Ouais, puis C'est, de toute façon, il y a tout ça, le monde qui va utiliser un VPN et puis et même, c'est pas un problème pour X. ils s'en foutent. Ouais. Ce sera un problème pour la France, à n'en pas douter. Mais voilà, c'est quand tu es dans une région en fait qui est en train de s'écrouler économiquement, qui a fait des mauvais choix, etc. Et en plus, on a une guerre sur le dos en Ukraine qui va nous coûter cher parce que c'est l'Europe qui va payer la reconstruction. Ça va pas être du joli joli. Donc, je veux dire, je pense simplement qu'il leur montre en fait qui c'est qui va donner le là. Donc c'est intéressant et puis c'est là où on voit que maintenant la politique est étroitement liée au business, même si ça fait Ouais. énormément d'années. On a toujours vu des milliardaires qui soutenaient des hommes politiques, mais là c'est vraiment public et puis la politique leverage la technologie. Et je pense aussi ce qui a déterminé les élections, c'est que tu as aussi les grands manias de la tech qui ont tous suivi Trump parce que l'administration Biden, ils avaient fait des immenses conneries sur tout ce qui était fintech, sur tout ce qui était crypto, du banking aussi, et fermer les comptes de fondateurs tech et tout. Et que justement, la guerre, elle est économique, mais elle est aussi technologique. Et on le Bien voit sûr. que tu as beaucoup maintenant Nvidia et par exemple, tu peux pas avoir des chips partout, en fait, tu as accès à des semi-conducteurs et qu'ils sont allés jusque-là. Et que en fait, Trump, il a compris, lui, justement, qu'il devait s'allier avec les barons de la tech. Et on le voit avec justement Zuckerberg qui est en train un peu de lécher les bottes et puis se rallier à Trump alors que c'est un ennemi un peu de Musk. Hein. Il devait faire un combat de Jiu-Jitsu et finalement, enfin de MMA et ça n'a pas eu lieu. Mais Non, mais c'est pas un ennemi. Ils font ça pour se faire mousser l'un l'autre. Quand tu dis à quelqu'un qu'on va faire un combat de catch, ça veut dire que tu lui dis en fait que tu es au même niveau, puis ça fait de la pub. Je crois pas une seconde que c'était mal à penser. Mais puis tu sais, Zuckerberg et Meta, en fait, bon, ils vont avec le vent. Ce qu'on peut retenir oui, de cette affaire, c'est que quand il y a une administration qui leur dit il faut faire comme ça, ils font comme ça. Puis quand il y a une administration qui leur dit il faut faire comme ça, ils font comme ça. Sur le fond, je pense que les community notes, qui est cette nouvelle manière en fait d'essayer d'approcher la vérité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sain que la police de la pensée de gens dans un bureau qui définissent en fait ce qu'il faut croire. Si tu reprends en fait l'histoire du Covid, on a fermé les écoles, il y a des voix qui se sont opposées à l'époque, on leur a dit taisez-vous, et c'était peut-être pas si malin de ligaturer le débat, et puis on aurait peut-être fait moins de bêtises. Donc, et je dis ça sans blâmer les gens qui étaient aux manettes, mais le fait de vouloir stériliser le débat, c'est à mon sens jamais une bonne idée, d'accord? Et du coup, les community notes, c'est-à-dire la manière dont ça marchait avant chez Facebook, c'est qu'ils avaient une série de gens qui décidaient ce qui était bien et ce qui était pas bien, ce qui était juste et ce qui était pas juste. Alors, il y a des choses qui sont très, très faciles à identifier et à catégoriser, comme par exemple la pornographie enfantine. Bien entendu que personne soutient que ça doit être en libre accès partout, etc., et que ça doit être combattu. Très bien. Mais après, quand il s'agit d'exprimer, par exemple, il y avait des gens au début du Covid qui disaient, mais vous êtes sûr que c'est pas un lab leak? Donc, est-ce que le virus, il vient pas en fait de ce laboratoire en Chine?
Et en fait, le fait de ne pas avoir le droit d'en parler, c'est un problème. D'accord? C'est ça qu'ils ont fait. C'est la même chose, en fait, en Angleterre avec cette histoire de ce gang qui violait de terriblement jeunes filles. Le fait que ça ait été étouffé, c'est insupportable. Quelle que soit la raison, en fait, on ne fait pas ça. Et du coup, d'avoir une série d'individus qui décident ce qui est vrai et qui distingue dans leur immense sagesse ce qui est vrai de ce qui n'est pas, c'est pas un système qui fonctionne. Ce qu'il faut, c'est le débat. Et ce qu'il faut, c'est être prêt à se battre pour que quelqu'un dont on n'aime pas l'opinion puisse s'exprimer. Et enfin, à la fin, faire l'hypothèse que c'est la meilleure opinion qui gagne. Et les community notes, en fait, quand quelqu'un s'exprime sur un sujet, ben, les gens peuvent répondre et puis commenter, puis dire non mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte, etc., etc. Et ça, c'est une méthode qui est beaucoup plus proche de la méthode scientifique pour essayer de faire converger les opinions vers quelque chose de plus vrai. Parce que la vérité, c'est quelque chose dont on s'en approche. C'est un mouvement, c'est pas un état de fait. Donc, il faut reprendre l'habitude de converger vers la vérité. Et ça veut dire un combat. Les universités, ça doit être des lieux de combat où, en fait, on s'affronte pour savoir si ça, c'est mieux que ça. Et je pense que mon commentaire d'entrée où on disait qu'on venait de 70 années de calme plat, on s'est habitué, en fait, à l'idée qu'on savait tout, puis que tout était bien, puis qu'il n'y avait plus rien à débattre. Ben non. Maintenant, il faut se réarmer mais au sens noble du terme, au sens philosophique, pour de nouveau descendre dans l'arène et puis pas avoir 3 journaux et demi qui nous disent le bien pensé et la bien-pensance, mais permettre à tout le monde de s'exprimer, développer, comme on en parlait la dernière fois, un écosystème informationnel propre, s'informer à différentes sources, se faire une opinion, changer d'avis, échanger avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, etc., etc. C'était pour répondre à un des commentaires qu'on a eu de Ambitieux, et Oui, justement qui posait cette question d'ailleurs, on le remercie, et qui demandait, je reprends le commentaire, le changement, enfin, il aurait voulu avoir voilà, justement notre décryptage sur le changement politique de la Silicon Valley après l'élection de Trump et le sentiment sur la politique démocrate et conservateur du monde de la tech. Donc, c'était pour répondre. Et moi, je rajouterais aussi, c'est qu'il y a un élément dont on parle pas souvent, mais quand tu es dans la tech et tu as un business qui marche bien, typiquement, les GAFAM, souvent ce qui se passe, c'est que tu as quelqu'un du FBI ou de la CIA ou de la NSA qui vient, et puis tu dois écouter ce qu'ils te demandent de faire, quoi. Et puis le Deep State, entre autres. Et là, donc, en fait, Elon Musk, Zuckerberg, il se met au diapason. Donc ça, c'est des choses dont on ne parle pas, mais même OpenAI avait annoncé qu'il y avait un ancien dirigeant de la NSA qui rejoignait la boîte. Donc, il ne faut pas croire que les dirigeants, les Zuckerberg, ils ont leur mot à dire sur un tas de choses. Ils sont aussi contrôlés. on va dire qu'il s'adapte. Ils s'adaptent. En français, dans le texte, ils Mais s'adaptent. peut-être, juste pour répondre à notre auditeur passionné, donc je pense que la raison fondamentale, c'est qu'en fait, on est à une époque de très grands changements et qu'en fait, les États-Unis, de manière fluide et agile, ils ont pivoté. Et pour pivoter, en fait, tu as besoin de moyens, bien sûr, mais tu as besoin de gens qui se projettent dans l'avenir. Et eux, je pense que Trump, il a très, très bien fait de faire avec ses soutiens et que ça va donner un edge aux États-Unis qui va être monstrueux. Parce que ce qu'ils vont réellement faire avec leur Dodge, c'est pas juste qu'ils vont essayer de diminuer la taille de l'État, c'est qu'ils vont le rendre incroyablement plus efficace. D'accord? Et ça va leur donner un avantage compétitif sur les autres. C'est pour ça que je pense qu'en fait, ce qui est réellement en train de se passer, c'est que l'Europe, les Américains, ils ont pris le crochet entre les deux wagons, puis ils ont dit, bon, l'Europe, Ils n'ont plus de respect. Hein. Ils en ont, enfin, non. c'est America First. Et puis, j'ai même Ouais. entendu certains commentateurs économistes qui disaient que les États-Unis pillaient l'Europe. C'est assez fort, mais que ça soit en termes de Ouais. talent, en termes de cerveau et tout. Ouais, mais si tu veux, là, honnêtement, on peut pas faire ce commentaire-là parce que, en fait, par exemple, en Suisse ou en France, en fait, on se gêne pas d'importer des médecins de zones économiques bien moins favorisées. Ouais. D'accord? Qui ont été formés en Roumanie, qui ont été formés
je sais pas, en Afrique du Nord. Et puis, on a ces médecins qui viennent chez nous, ils sont super smart, ils sont super sympas, ils sont super bien formés. On n'a pas payé leur formation. Puis on dit, bon, ben, ma foi, c'est C'est le game. l'économie globalisée, c'est le game. Ils préfèrent venir chez nous. Quand c'était à notre avantage, il ne semble pas qu'on a beaucoup râlé. Alors bon, maintenant, si tu as un doctorant sur deux en Allemagne dans l'IA qui part aux États-Unis, ça veut dire que tous ceux qui peuvent partir et qui en ont le courage partent. On peut pas venir dire, ah non, mais quelle méthode inacceptable. Ouais. C'est quand même fort de café, je trouve, de s'en plaindre. Je dis pas que c'est agréable, hein, mais la réalité, c'est que c'est nous qui profitions avec les États-Unis de ce système. Puis c'est juste que nous, maintenant, notre wagon, il a été décroché de la locomotive. Et comme on n'a pas d'industrie du digital en Europe, on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Mais c'est ça, en fait. C'est ce qui est fou. On parlait des 30 glorieuses, 30 glandeuses, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait, Hein. quasiment zéro investissement, c'était que de l'optimisation et tout. Et puis là, maintenant, on est en train de pleurer puis de mettre la faute sur Trump, Hein. sur Musk, alors qu'en fait, il faut faire son introspection. Et puis en termes de politique, d'investissement, c'est peut-être se mettre au travail, hein. Il faut remettre le moteur en route, se mettre au travail. Il faut arrêter d'avoir peur de tout et de légiférer avant que les choses aient commencé. Avec cette législation européenne et puis ces guichets sur l'IA, c'est bon, on a flingué tout ce qu'il y aurait d'intéressant. En Californie, ils sont à la 2 voire troisième génération de start-up dans l'IA. Et puis ici, on est encore en train de se gratter le nombril pour savoir si vraiment ça respecte le droit des données, etc. Donc, bon, ben, je veux dire, Jeffrey Wang, le patron de Nvidia, dont c'est une des sociétés clés en fait du digital, il a annoncé des nouveaux chips qui vont permettre aux robots d'utiliser l'IA pour naviguer le monde. Donc, je veux dire, c'est bon, ça c'est déjà la vague d'après. Puis nous, on en est toujours à essayer de légiférer la vague d'avant. Alors oui, on a réussi à imposer le chargeur USB-C. Cool. Génial. Et puis on a des couvercles de bouteilles qui se détachent plus. C'est formidable. Des Voilà. gobelets Ça, recyclables. c'est notre niveau d'ambition. Mais comme je l'avais dit dans notre précédent échange, la zone économique européenne, en fait, elle va chuter en attractivité par rapport à la Chine, aux États-Unis, au Mexique, à l'Inde, à l'Indonésie. Et du coup, notre pouvoir coercitif pour en fait imposer des normes, ça va juste accélérer la chute. Je ne pense pas du tout que c'est une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est dynamiser les choses. Et puis pour ça, ça veut pas dire qu'il faut pas réglementer, mais il faut pas être des espèces on essaye d'être plus blanc que blanc et plus sain que sain et de légiférer avant même que ça a commencé parce que nous on est des bons gars. Il faut inventer en fait. Il faut avoir le courage d'aller de l'avant, Et investir. et d'investir. C'est d'investir son temps, d'investir de l'énergie, Et de de l'argent penser. surtout, c'est ce qui Hein. manque. Les cerveaux, comme tu le dis souvent, enfin, il y a des super mathématiciens en France, il y a des super Mhm. ingénieurs et tout, mais le problème qu'on a, c'est les capitaux. Puis quand tu vois les grosses boîtes, les Amazon, tout ça, bah, eux, ils développent, mais nous, en Europe, il y a très peu d'investissement. Ouais. C'est en partie vrai, peut-être pour nos Non, mais auditeurs tu peux pas me dire parisiens. qu'il y a de l'argent. Tu peux pas me dire qu'on investit massivement, que ça soit dans les Alors, startups ou. Enfin, si tu regardes en Suisse, typiquement, on a levé 1,7 milliard en 2023 et mhm. c'est ce qui à peu près lève les startups de Stanford. Donc, juste l'université, ils lèvent à peu près 2 milliards par année. C'est Nous, vrai, c'est pour mais un pays, là, c'est pour juste une université, quoi. ouais, mais c'est pas, si tu veux, il y a des questions culturelles, en fait. Notre rapport au risque, à l'échec, il est très différent. On deviendra pas américain. Nous ne Non, mais on peut quand deviendrons même. pas américains. Donc, il y a le rapport au risque et à l'entrepreneuriat. Il y a le fait que c'est Musk qui le racontait, mais aussi le fondateur de Telegram. Il a parcouru avec son équipe toute une série de pays européens parce qu'il voulait s'installer à Berlin. Il adorait la ville, super cool. Et quand il a vu qu'il pouvait pas engager son équipe parce qu'il y avait des règles de partout qui l'empêchaient de le faire, il a dit bon ben salut les gars. Uniquement parce qu'en fait le red tape était beaucoup trop grand. Et en fait, ce red tape, il n'est pas stupide, il existe parce que les vieilles démocraties européennes, en fait, elles se sont suroptimisées pour un temps où le temps changement était faible. Donc, quand le changement est faible, tu essayes
de prévenir des choses. Et quand le taux de changement augmente, en fait, il faut une société beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, qui soit capable de s'adapter. Mais là, tout ce fardeau administratif, en fait, il empêche ça. Et typiquement, la société Telegram, en fait, elle n'est pas en Europe à cause de ça, parce que le patron de Telegram, il l'explique, il dit, moi, je voulais rester à Berlin, j'adorais cette ville. Puis il a dit, mais quand j'ai vu que je pouvais pas engager mon équipe, parce qu'ils ont une règle que si les gens que tu vas engager, ils sont pas depuis X années, puis tu dois faire preuve qu'en fait, les gens que tu vas engager, tu peux pas les trouver en Allemagne. Good luck with that. D'accord? Et en fait, ça rend simplement l'adaptation beaucoup plus difficile. Et puis, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent en Europe, c'est pas vrai. C'est probablement une des régions du monde qui, en termes de stock, pas de flux, mais de stock, est les plus riches au monde. Il y a plein de pognon. C'est Non, mais ils juste veulent pas qu'on a, investir. voilà. Mais il y a beaucoup d'argent. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Ce qu'il faut Alors, il dire, faut, ouais, c'est voilà, qu'il n'y a je pas corrige. d'argent Tu pour as le raison. risque. Il n'y a pas de capital risque. En tout cas, Tu as pas raison. assez. Il n'y a pas de capital Et, risque. Alors que c'est un et, Français qui a inventé le capital risque, monsieur et oui, Doriot. mais parce qu'on est tranquille mémé, quoi. On préfère rester comme on est. Mais je pense, moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, les populations en Europe, elles ont parfaitement senti le vent du boulet. Elles ont compris qu'en fait, il fallait s'adapter et qu'on va voir une vague de départ d'Europe des gens les plus talentueux et les plus motivés. C'est ça qui va se passer. Et il y a un article que je suis en train de retrouver, mais il y a pas mal de. Enfin, il y a apparemment des grosses boîtes françaises qui veulent plus Mhm. être listées au CAC 40 et qui veulent être listées justement aux États-Unis. Et il y a un afflux de capitaux américains qui viennent racheter des boîtes françaises justement parce qu'elles sont au bord. Ben, on le voit par exemple, comme typiquement, je te parlais de la Poste avant. Mhm. En France aussi, c'est la même chose. Comme il y a des boîtes qui ont du plomb dans l'aile, ben, les Mhm. Américains, ils viennent avec leurs capitaux. Et puis ils investissent massivement et ils reprennent ces boîtes. Donc, Le truc, c'est qu'en fait, tu peux pas résister à ton environnement, en fait. Et quand tu es dans une zone qui est un peu amorphe et puis qui vit de ses vieilles gloires, forcément qu'en fait, le grand capital, il a pas envie d'y rester parce que c'est pas un endroit où tu vas pouvoir grandir. C'est pas l'ambiance. ouais. C'est Et normal. justement, donc, moi, j'aimerais te poser cette question, hein. Perso, j'ai pas encore la réponse, mais pourquoi il y a justement ce rapprochement, tu vois, on en parle, mais ce rapprochement des politiques et des businessmen, mais tu vois, au vu et au sud de tout le monde, en fait. Mais pas- à mon avis, la raison, elle est très simple. C'est qu'en fait, imaginons qu'on soit au début de l'ère de la télévision. D'accord? Le début de la télé. C'est en quelle année qu'on commence à s'équiper de postes, je sais pas, en France, par exemple, ça doit être dans les années 60, 70, 80, tu vois, puis télévision couleur, etc. Puis tous les ménages s'équipent d'une télévision, puis la télévision, avant c'était la radio, puis tout d'un coup la télévision, ça devient le média, d'accord? Et en fait, à ce moment-là, en fait, est-ce que si toi tu voulais faire une carrière politique brillante, t'aurais fait quoi? T'aurais été copain avec un patron de chaîne de télé? Bien entendu, Younes, t'aurais fait ça. Et du coup, si tu veux, le média, à chaque époque, en fait, c'est la technologie, en fait, qui forge ça. Et maintenant, on a changé d'air. Donc, en fait, tu as besoin d'être en lien avec les gens qui sont les nouveaux, pas que les nouveaux médias, mais quand même, le patron de Facebook, le patron de X, euh, aussi Starlink, hein, parce qu'il fournit de la connectivité. C'est vraiment des gens, en fait, Peter Thiel, toute cette bande, en fait, ils inventent ce nouveau média qui est basé sur le web et qui est dans nos poches, qui s'articule différemment. Bah, si tu es un politicien avec deux sauts de jugeote, tu dis bah il faut que je sois copain avec le nouveau patron de la télé. Ça m'est beaucoup plus favorable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, cette vague technologique, elle va profondément transformer la société parce que les LLM, les LRM, l'IA, l'intelligence artificielle, on peut l'appeler comme on veut, ça va fondamentalement transformer les jobs des cols blancs, donc les gens qui travaillent dans des bureaux sur un ordinateur. Leur travail va être fondamentalement transformé. La prochaine vague que Jeffrey Wang de Nvidia a annoncé, c'est que maintenant, c'est les robots qui viennent pour les travails des cols bleus. Donc, dans 20, 30 ans, si tu t'endors maintenant, tu te réveilles dans 30 ans, tu reconnais plus le monde dans lequel tu es. D'accord? On va au-devant d'une période de changement, mais alors moi, j'adore ça et je pense que c'est rempli d'opportunités, etc.
Mais si tu regardes cette période de changement avec les yeux d'un canard laqué pour te dire, ben, si les choses changent, c'est terrible, je vais perdre mes privilèges, c'est sûr que tu es un peu de mauvaise humeur. Mais un politicien qui veut essayer de lancer les États-Unis dans ce prochain chapitre, c'est évident qu'il doit se rapprocher des gens qui comprennent cette technologie parce que ça forge la manière dont ça. On était, tu te rappelles, Jacques Séguéla qui avait dit à 50 ans, si t'as pas une Rolex, t'as loupé ta vie. Ça, Exact. c'était c'était Mitterrand, c'était les grandes époques, c'était l'époque de la télé, des pubs pour la lessive à la télé, etc. Ça a défini un monde, un moment du monde. Et en fait, ce monde-là, il a complètement changé. Maintenant, ce sont des influenceurs sur TikTok ou Instagram. On n'est plus dans le même monde. Et du coup, parce qu'il faut aussi les comprendre, ces révolutions techniques. Et puis, le truc aussi qui est très différent, c'est que par rapport si on prend Gutenberg, l'invention de l'impression, la télé, le web et maintenant l'IA, ces révolutions, elles s'accélèrent, en fait, elles vont plus vite. Donc, on a moins le temps de les intégrer, de les digérer. Donc, comme leader, que ce soit d'une société ou d'un pays, peu importe, tu es bien obligé d'être en lien avec des gens qui comprennent cette révolution technique. Et qui comprend le mieux cette révolution technique? Si tu avais le choix de monter une équipe, bah, tu prendrais les grands venture capitalistes qui savent placer ses paris à 5 ou 10 ans. Tu prendrais les grands capitaines d'industrie comme Musk et toute cette bande. C'est les gars les plus qualifiés qu'il y ait pour en fait t'accompagner puis te dire, bah voilà, là, ça va être bien, ça va être pas bien. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que tu fais avancer une civilisation et une société. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que maintenant, il y a un virage à prendre. Il y a un Alors, virage, ouais. il s'est entouré des gens qui font émerger ce virage. Et on en parlait justement des boards et tout. Puis là, il y a Dana White le patron de l'UFC qui a Mmh. rejoint le board de Meta. Donc, Mmh. et Dana White, il est assez proche de Joe Rogan, qui est proche aussi qui a interviewé Trump et tout. Mmh. Et en passant, je voulais dire que il y a une des boîtes, c'est Total Energy, qui envisage d'être cotée à la bourse de New York, justement pour faciliter l'accès des investisseurs américains. Et ça va un peu avec ce que disait Christine Lagarde, qui disait que c'est vrai que le décrochage européen est bien réel. Ouais. Un décrochage, c'est quand tu as été séparé de la locomotive. C'est ça qui nous arrive. Alors, on voit, tu sens un truc comme ça, puis on le sent très bien. Alors maintenant, Total, qui se fait coter à New York, ça va être un gros truc de C'est gros fou mecs quand même, puissants. hein. Hein. C'est quand même incroyable, hein. Ben, si tu veux, tu as intérêt à te raccrocher à un pays. Tu sais, quand tu fais de l'exploitation minière, il faut un peu une armée. Hein, voilà. Il y a Tu sais, aussi l'ancien. Pardon, vas-y, je t'en Non, prie. non, vas-y, vas-y. Non, je te disais, tu as aussi cet aspect où les États-Unis, je pense ils sont en train de relancer les centrales nucléaires aussi. Bien entendu, mais on Il va va le être faire aussi en compliqué en Europe. Europe, mais qui est quand même plus Mais c'est compliqué parce qu'on certain voit qu'on que va le faire. Microsoft, ils ont racheté une centrale nucléaire et ça va repartir, quoi. Ouais, mais là, c'est un peu différent parce qu'en fait, le secteur privé qui rachetait des centrales nucléaires, c'est pour leur propre usage. Mais de manière plus générale, il y a pas tellement de miracles. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que les élites en Europe sont sanctionnées. C'est parce ils n'ont pas fait des choix euh, qui s'avèrent pertinents. Et maintenant, on en a la preuve. Hein. Des choix Donc, nuls. Je rigole pour être bah, critique. Mais c'est vrai. c'est des choix catastrophiques. Non, mais C'est alors, facile de le dire maintenant, non, mais mais alors, si tu veux, quand tu as pris des décisions, un truc que tu apprends, c'est l'humilité parce que c'est pas si facile. Hein. Après c'est la guerre, clair. on est toujours plus malin. Donc, moi, si tu veux, C'est gentil, Pascal, aujourd'hui. Aujourd'hui, non, mais on Pascal, peut il est faire le chou, coup. il est Ouais. très, très gentil avec les politiques. Non, c'est pas ça, Tu mais comptes te lancer si dans tu la veux, politique ou pas? non, pas du tout, parce que si tu veux, je pense que tu n'as pas de pouvoir comme politicien. Si ça revient, bah oui, mais comme politicien, tu décides de rien, tu n'as pas de budget, c'est que des ennuis. Oh mon Dieu, non, surtout pas. Donc non, je pense qu'entreprendre, c'est là que tu peux t'amuser, tu peux être beaucoup plus discret, c'est beaucoup moins risqué. Politicien, imagine, tu arrives, tu prends la tête d'une commune, d'un canton ou d'un État. Mais ton budget, il est déjà cramé avant que tu arrives. Tu décides de rien, tu vois. En plus, tu as plein d'ennuis, tu as plein d'injonctions contradictoires. Alors ça, c'est peut-être un point dont on peut parler, c'est qu'en fait, les gens critiquent beaucoup en fait les commentaires de Musk. Puis ça, je peux comprendre parce qu'ils se disent, mais de quoi il se mêle? Qu'est-ce qui vient nous faire la morale? Moi, je pense qu'il a fait ça parce que c'est les politiciens européens qui ont
il leur rend la monnaie de leur pièce. Ouais, C'est ça qu'il est ouais, en train de faire. 100%, Mais, 100%. mais le truc, c'est que Musk, en fait, c'est un entrepreneur de génie, absolument génial. C'est ce qu'il a fait le montre. Mais c'est vrai il est pas très en empathie, il n'est pas très en lien avec les sentiments des autres. D'accord? Ce qui lui donne probablement un avantage compétitif quand il dirige une entreprise, parce qu'en fait, tu t'en fiches du sentiment des autres. Je pense que le métier de politicien, il est très différent. Parce qu'en fait, les grands politiciens, ils arrivent à attraper les foules et puis à leur vendre un projet. C'est Churchill, du sang des larmes et on y va. Tu vois, il faut cristalliser comme ça cette envie collective. Et ça, c'est un autre métier. En fait, ça demande d'autres qualités. Qu'à mon avis, Musk n'a pas. Je pense que Musk, c'est un vrai génie de l'entrepreneuriat, de la tech. Je trouve c'est un type très rigolo en plus, mais je suis pas certain qu'il fasse un grand politicien. D'ailleurs, il n'est pas dans le cabinet de Trump, hein. Il est en Non, dehors, ouais. d'accord? Et je Et pense que que c'est pas jusqu'à par hasard. 2026, un truc comme ça, je crois, Oui, mais 14 c'est parce mois que ça ou. lui donne une liberté qui est beaucoup plus grande, que ça lui permet de lancer les bonnes initiatives. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de politiciens sur Terre qui diraient ah Musk il veut me donner un coup de main. Non, je passe. M'intéresse pas. En Europe, Bien c'est un peu entendu. ça, hein. Il y a tout le monde qui le Non, critique, hein. c'est pas ça. Il va pas les aider. Alors une fois qu'il t'aide pas, tu le critiques. Bah C'est à là, il est en l'envers. train d'aider la AfD, quoi. Il est en train de se rapprocher. Enfin, en Allemagne, il est Alors en train de. ça, On parle ça beaucoup m'a d'ingérence actuellement. ouais, d'ingérence. Tu sais, les parlementaires anglais, ils ont été envoyés pour l'élection américaine pour faire campagne pour Joe Biden, hein. Ok. Alors bon, c'est un prêté pour un rendu. Je veux dire, je sais pas. Mais voilà, en fait, ça marche dans les deux sens, tout le monde le fait. C'est simplement qu'il y en a qui sont plus beaucoup que d'autres. Mais par contre, moi, ça m'a quand même pas mal ému que Musk qui devienne, qui fasse cette interview avec ce AfD Alternative für Deutschland. J'ai écouté la discussion qu'il a eue avec cette dame. Bon, discussion super intéressante, c'était très bien. Alors, je me suis interrogé parce que, si tu veux, moi, Ça parlait de je quoi en fait? Parce que moi, je l'ai pas il parle de la écouté. manière, en fait, dont l'Allemagne a été gérée pendant des années et puis où est-ce que ça a pas joué, en fait. Beaucoup de la politique énergétique, la politique migratoire, etc., etc. Mais si tu veux, le constat qu'ils font et puis la manière dont ils parlent de ça, on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est une discussion qui est absolument valable et intéressante, qu'on soit d'accord avec tout ou partie. Maintenant, c'est clair que l'AfD, en fait, c'est un parti qui est anti-européen. Ok, donc déjà, forcément, tous les partis anti-européens, Todd le disait très bien, en fait, dès qu'un parti est anti-européen, en fait, il passe plus la barre des médias et il doit être éliminé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, ce sont souvent, l'AfD semble se positionner pour, en fait, prendre un virage en termes de politique énergétique. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la guerre en Ukraine, il y avait un, comment il s'appelait, l'ancien, avant Merkel, l'ancien président de l'Allemagne. Scholz? Euh, Non, c'était pas non, lui. non, ça c'est situé après. Mais avant, ça va me revenir. Mais le mec, en fait, il était au conseil d'administration pour le pipeline. Mhm. Euh, ah, son nom m'échappe. Mais On peu va importe. trouver. Il était très impliqué. Donc, à très, très haut niveau, l'Allemagne, elle a fait ce deal avec la Russie pour, en fait, avoir du gaz. Pipeline qui s'est fait exploser sa tronche un peu plus tard, après les débuts de la guerre en Ukraine. Et du coup, en Ah, fait, Schröder, Gerhard Schröder, Schröder. voilà, merci, Gerhard. Du coup, si tu veux, la politique énergétique, l'énergie à disposition dans un pays, c'est le PIB, c'est un multiple d'énergie à disposition. Du coup, la politique de fourniture d'énergie ou de production d'énergie, c'est vraiment un sujet qui est absolument clé. Et en fait, l'Allemagne s'est plantée. Et en plus, elle a perdu son relais avec le gaz russe. Donc, en fait, c'est la double, voire triple peine. Et le fait qu'ils parlent très longtemps, en fait, de la politique énergétique en Allemagne, c'est qu'ils vont devoir, à l'évidence, remettre les centrales nucléaires en marche. Si tu regardes, en fait, le bilan carbone de l'Allemagne, il est incroyablement plus mauvais que celui de la France, alors qu'ils ont investi des sommes absolument colossales dans l'éolien et dans le solaire. Donc, c'est évident que voilà, ils ont pas pris la bonne décision. Maintenant, ne les blâmons pas, mais il faut faire évoluer les choses. Donc, tu as
le fait qu'ils soient vertement contre l'Europe, ce qui est leur bon droit, en fait. Tu peux pas condamner un parti politique parce qu'il est contre tu vois, c'est le principe des partis politiques. En temps de changement, c'est de proposer des changements. Donc, il y a ce truc anti-européen, il y a ce truc sur la politique énergétique où ils sont complètement à 180 degrés de ce qui a été fait. Puis tu t'imagines les intérêts monétaires et financiers qui sont en jeu. C'est monstrueux. Mm. D'accord? C'est monstrueux. Donc, ça c'est gros. Et puis, il y a le truc qui, moi, alors, me refroidit, mais au plus profond, c'est ils sont quand même très proches de extrême droite. C'est ce que j'ai lu. Je sais pas si c'est vrai, mais visiblement, les fondateurs, en 2013 de l'AfD, ils se sont un peu éloignés du parti maintenant parce qu'il a fait des alliances avec des gens très à droite. Et quand un pays comme l'Allemagne se met à avoir 10% de députés qui sont d'extrême droite, il n'y a pas un Européen qui est pas nerveux. C'est clair. Donc, si tu veux, moi, savoir ça, j'ai un tabou, j'ai un empêchement. Je ne peux pas voter pour un parti parce que ça rappelle trop de mauvais souvenirs. On a trop déconné en Europe avec ça, tu vois. On peut pas y retourner. Donc, on va jamais mettre les pieds de ce côté-là. Et du coup, je pense qu'en fait, l'Europe, elle est aussi un peu en Tu vas train jamais mettre les encore. pieds, attends, je te coupe, mais tu vas jamais mettre les pieds jusqu'à que tu as des gens justement qui manipulent les foules et puis que les gens se fassent virer, qu'ils aient plus de travail. Et c'est ce qui rend le problème. C'est ça, en fait, où le nerf de la guerre, c'est le business. Et le business, il est Oui, en train de s'écrouler. Et puis les licenciements, ah ouais. c'est une galère. Parce qu'il Donc, faut. tout est en train de s'en réunir pour que ça sente mauvais, même au niveau politique, quoi. Oui, je disais juste, moi, émotionnellement, l'extrême droite, je peux pas parce que si tu veux, surtout en Allemagne, si tu veux, tu vois, ça a trop, c'est trop parti en sucette, là. On peut pas y retourner. Et c'est frais. Comme Européen, tu peux pas t'accorder ce songe, n'est-ce pas? Mais ça, Elon Musk, qui est natif d'Afrique du Sud, pour rappel, qui a un petit problème avec l'empathie et les émotions des autres et qui connaît pas forcément, je pense pas qu'il ait conscience du trauma que ça représente pour l'Europe. L'Holocauste, c'est quand même pas rien. On peut pas se dire, ouais, bon, allez, on a déconné 5, mais ça va plus arriver. Non, ça reste présent à notre mémoire. Et tant mieux, si tu veux. Il faut pas y retourner. Ça, j'en suis sûr. Ouais. Donc, du coup, lorsqu'il n'a pas cet élément historique, cette sensibilité culturelle, je suis pas sûr qu'il ait conscience. Tu vois, tu lis un livre d'histoire, tu dis, ouais, bon, mais des guerres, il y en a eu d'autres, des massacres, il y en a eu d'autres. Pas non, pour les Européens, euh, c'est pas juste un petit événement, en fait. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire. Et je pense qu'on est toujours comme ça, très sur les pattes arrière et à juste titre. Et ça, probablement que ça nous bloque un peu. Mais Musk, lui, il n'a rien à secouer. Et puis, il se dit, ben voilà, des partis qui sont disponibles. En fait, celui-là, c'est le plus pragmatique pour l'énergie, pour l'Europe, etc., pro-business. Et Et il n'a sur le pas cette wokisme aussi. sensibilité. Voilà. Et du coup, il n'a pas cette sensibilité à s'éloigner à marche forcée de l'extrême droite, surtout avec le track record des Allemands. Et ça, je pense que ça explique en fait sa position. Il se rend pas compte. Mais c'est pas parce que moi je voterai pas pour ce parti d'extrême droite, mais c'est pas parce que ils ont un bout de leur politique qui est un peu nauséabonde qu'en fait il n'y a pas d'autres choses qu'ils disent qui sont vraies. Et c'est Oui, ça oui. en fait que les politiciens vont devoir réapprendre à faire, c'est en fait de parler du réel. Je veux dire, c'est pas pour rien que tous les gouvernements socialistes ont explosé en Europe, c'est que tu peux pas, tu peux pas raconter une histoire qui s'éloigne trop en fait de la vie des gens. Ça marche pas. Et je pense qu'eux aussi ils portent une responsabilité. Si tu veux, tu peux pas juste diaboliser les gens. Par exemple, nous, euh, en France, la diabolisation complète qu'il y a du Front National, mais maintenant ils ont changé de nom, non, ils s'appellent autrement. RN. Euh, voilà, RN. En fait, ça sert les intérêts politiques de tous les autres partis. Je suis pas sûr que c'est une bonne stratégie à long terme. En fait, tu fais leur lit. Si tu Mm. regardes l'Allemagne, c'est encore plus chaud parce que c'est juste impossible. Ce qui est arrivé en Angleterre avec cette affaire, ces jeunes filles violées, enfin petites filles affreusement violées. Hein, J'encourage les auditeurs à aller lire les descriptions dans le procès. T'arrives pas à lire en fait, quoi. C'est trop horrible, tu peux pas. Euh, donc, si tu veux, il y a des choses que tu peux pas faire en fait, sinon tu perds les gens. Et là, il faut qu'on se remette en route rapidos. Et je pense que Musk, il commet
allez, à minima une maladresse parce qu'il ne se rend pas compte du contexte européen et qu'en fait, même s'il pense que sur le fond, la politique proposée par ce parti est meilleure, il y a des choses qu'on ne fait pas en Europe parce qu'on a de la mémoire et surtout pas en Allemagne. Et il y a aussi le tweet qu'a fait récemment aussi le 2 janvier, il me semble, Elon Musk qui a soutenu un activiste britannique d'extrême droite en disant Free Tommy Robinson qui est incarcéré justement et qui fait aussi beaucoup parler, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il est en train de mettre son nez partout. Et je sais pas si c'est Moi, je pense qu'en fait, intéressant. c'est la monnaie de la pièce. Ce qu'il dit aux politiciens européens, c'est que c'est pas eux que c'est l'Amérique qui tient le manche du couteau. C'est ça le message. Ouais, mais qu'ils le disent en one-to-one, c'est une chose. Mais qu'ils le disent sur sa plateforme X et que justement, tu as des gens qui lameutent un peu les foules, c'est ce qui est un petit peu Ouais, mais dérangeant. il a le droit de dire des âneries, si tu veux. Moi, je connais pas cet activiste britannique. Je sais pas ce qu'il a fait. Mon fils, d'ailleurs, ni ne le hait, ni ne le soutient. Je le connais pas. Mais en fait, même Elon Musk, toi, moi, n'importe qui, ta frangine, ton père, n'importe qui dit des âneries, en fait. Moi, je suis pour militer à fond. Le droit à la connerie, c'est un droit essentiel. Donc, je sais pas si Musk, il a bien fait de faire ce tweet ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse froide et très peu dans le sentiment de l'autre. Donc, en fait, s'il pense que ça sert ses intérêts, sa cause, son truc, il a payé 44 milliards pour un réseau social, il a bien le droit de faire des tweets. Mais nous, on a le droit de s'en ficher, ou on a le droit de le trouver non pertinent pour certaines choses qu'il dit. C'est pas, quand tu écoutes quelqu'un, t'es pas obligé Ouais. d'embrasser le 100% de ce qu'il dit. Il dit aussi des âneries. Je suis sûr que si on avait l'occasion de discuter avec lui, il dirait, ouais, bien sûr, des fois, je me trompe. Donc, and so what? OK. Il a fait un tweet qui était, imaginons que ce tweet soit complètement stupide. Encore une fois, je sais pas, je connais pas ce mec qui soutient. Mais soutenir avec un tweet, bon, si tu veux, si une fois, moi, je suis condamné à je sais pas quoi, puis toi, tu fais un tweet, vas-y, Pascal, courage, bon, tu m'auras soutenu. Mais c'est pas non plus le soutien, t'es d'accord? C'est bien, C'est vrai. c'est mieux que rien. Mais un tweet, c'est un tweet. C'est le petit bruit d'un oiseau. C'est donc pas grand-chose. Je pense qu'il faut pas surestimer les choses et je pense que ce qui est en train d'être fait, c'est qu'ils essayent de diminuer un peu son pouvoir d'influencer les choses en disant que c'est le diable. Et ils ont fait la même chose avec Trump. Il a fait un meeting à New York. Ils ont dit que c'était le retour du nazisme, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai. Eh ben oui, quand tu utilises les mauvais mots, c'est-à-dire quand tu as une lecture du monde qui est fausse au point que tu galvaudes des mots qu'il faudrait manier avec précaution, bah après, les gens t'écoutent plus. Et quand tu fais des choses comme ça, en Europe, parce qu'on ne s'est pas gêné pour commenter Trump, hein, C'est vrai. d'accord? Alors après, ça s'appelle, cher monsieur, voici votre monnaie. Je pense que c'est ça qu'il est en train de faire. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est malin, bien avisé, même favorable à la cause qu'il tend à servir. Peut-être qu'il fait aussi des âneries, tu vois. C'est complètement possible. Euh, vu le nombre de tweets qu'il envoie tous les jours, de temps en temps, il doit bien en faire un qui est un petit peu maladroit. Mais, and so what? Ça en fait pas le pire des personnages non plus. Et c'est vrai que, peut-être pour fermer cette parenthèse politique, c'est vrai que on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, ou en Europe, on n'a pas de réseau social, on n'a pas de moteur de recherche, on n'a pas de grosses boîtes tech, et c'est peut-être ce qui nous a fait défaut, en fait. Hein. Ouais, ben, Enfin, tu vois, admettons, mais si tu veux, il faut sortir, il faudrait pas sortir des 30 glandeuses pour entrer dans les 30 pleureuses. il faut faire, il faut Vraiment, agir. il faut Et, faire. i- Donc, en fait, OK, on n'a pas, mais maintenant il faut Maintenant, il faire. faut faire, c'est ça, en fait. Le grand défi, c'est qu'en fait, Il n'y a personne qui veut culturellement, faire, j'ai l'impression. Ou ben, qui si sait tu veux faire, je faire, ne sais pas. je pense que si tu veux faire, tu es dans des conditions meilleures si tu prends l'avion pour aller aux États-Unis. Voilà. Ouais, ben, donc, du coup, c'est chaud ce que tu dis. Donc, si tu veux faire quelque C'est chose, si vrai? tu veux prendre ton retard, tu dois aller aux States parce que voilà, tu as un grand marché, tu as du Hein. financement, tu as des gens qui veulent tester. Justement, j'ai l'impression, des fois, Européens, on est un peu des crevards, un peu des radins, on ne veut pas investir,
on voit que des coups et puis tout le monde, voilà, en veut plus. Un peu de celle, quand on était petit, on regardait l'oncle Picsou. Tu vois ce que je veux dire? C'est Hein? amasser, amasser. Et au final, c'est triste à dire, tu vois. Mais Bah, la réalité, c'est qu'en fait, maintenant, il faut se remettre en marche et bah, nous verrons. Si tu veux, nous verrons. Il y a deux, trois bah, Draghi l'a essayé, Lagarde l'a essayé. Il y a des gens qui essayent de dire, bon, ben voilà, il faudrait peut-être se remettre en route, mais ça suffit pas de le dire. Il faut qu'en fait, la classe politique, elle ait une lecture un tout petit peu plus euh, réaliste, en fait, de ce qui est en train d'arriver. Et puis, il suffit pas de faire des injections. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un politicien français au début de la guerre en Ukraine, ils avaient dit qu'ils allaient mettre la Russie à genoux. ah oui, Et ok, eh ben, mec, non. Et en fait, le je crois que problème, c'était le c'est que moi, maire, non? C'était pas le maire ouais, qui ouais. avait dit ça? Mais Maintenant qui on peut enseigne à comprendre, l'UNIL. ouais, on peut comprendre en fait qu'il ait eu envie de faire ça ou même qu'il ait dû le faire parce que ça faisait partie d'un plan de communication, ça je le comprends. Mais si tu regardes en fait tout le commentaire de la classe politique européenne par rapport à la guerre en Ukraine, ça fait maintenant presque 2 ans qu'ils passent leur temps à perdre cette guerre. Ils ont militairement complètement perdu. Il y a un moment où il va falloir le dire. Je crois que ça énerve beaucoup les gens en fait. Ou c'est comme quand tu dis non, non, les prix en fait dans les supermarchés, ils n'ont pas trop augmenté. En fait, si tout le monde sent bien que c'est le cas, ça ne sert à rien de leur sortir un indice qui montre que non. Ouais, ah, C'est peine l'inflation est en perdue. train de nous tuer, hein. Mhm. Et du coup, si tu veux, c'est beaucoup plus difficile d'être un leader, un chef d'entreprise ou un politicien qui doit, en plus de gérer les affaires courantes, proposer en fait quelque chose de nouveau pour résoudre ces problèmes. Mais si tu commences pas par les affronter en les regardant dans les yeux, c'est certain qu'il n'y arrive pas. Et cette espèce de blame, deplatforming, debanking, cancel, cette espèce d'habitude qu'on a pris, dès À que quelqu'un punir. amène une nouvelle avec laquelle on n'est pas d'accord ou qui nous heurte, qui en fait est annonciatrice d'un changement, bon ou mauvais, c'est aussi, je pense, que c'est un truc qui rend pas mal accro. Imagine le pouvoir que ça te donne si dès qu'il y a quelqu'un qui t'énerve, tu Mm. cancel. C'est bonheur. C'est une manière, en fait, de faire de la politique, mais je pense que maintenant, ça ne marche plus. Ça ne fonctionnera plus. Donc, il faut, c'est toute une habitude, en fait, à changer. Et puis, je pense qu'il va y avoir une nouvelle classe politique qui va émerger. Encore une fois, euh, Des anciens businessmen. pour, ouais, je pense qu'il y en aura, mais au moment où, en fait, ils auront réellement du pouvoir. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Bon, là, maintenant, on voit que les Américains ont voté et puis Trump, il va avoir du pouvoir. Il est en train Oui, de constituer son gouvernement. Il a changé, enfin, il va changer. Enfin, je crois que le directeur du FBI, il a changé. Il va mettre, je sais ouais, plus comment il s'appelle, Patel. Tu as Tulsi Gabbard aussi qui va être, je sais plus quoi, à la mais défense, qui elle est fichier S, hein, entre parenthèses, aux États-Unis. Donc, il est en train de monter son truc. J'ai l'impression avec des gens qui veulent vraiment faire des choses. mhm. Mais ils vont le faire, ils sont en train de le faire. En fait, ça a déjà commencé. Et en plus de ça, ils vont fondamentalement moderniser l'État. Si tu réfléchis à la manière dont un État est organisé, si tu prends avant l'imprimerie, la télévision et maintenant l'IA, c'est évident en fait que ça va être un bouleversement complet. Et lui, il le fait avec les meilleurs. Donc, ils vont de nouveau en fait prendre avoir un avantage compétitif supplémentaire. Bon, bien sûr, c'est un peu plus de boulot que de devenir ministre de je sais pas quoi et puis d'expédier les. Je sais pas si tu as vu le film avec Thierry Lhermitte où il est ministre au Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères. Mais Non. c'est délicieux. Thierry Lhermitte, extraordinaire acteur, il est là et puis il doit gérer les choses. Et à un moment, il explique que pour faire des discours, il faut stabilo bosser. Mais c'est c'est absolument génial, génialissime. Et alors moi, j'ai jamais mis les pieds dans un cabinet ministériel. Je sais pas comment ça se passe dans les faits, mais si 30% de ce que ce film essaie d'exprimer est vrai, mon Dieu, ça va beaucoup changer. Si tu passes de ce truc où tu dois protéger tout le temps ton image, etc., 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 à quelque chose où il faut réformer l'État et vraiment proposer une vision, c'est un autre level. Donc, moi, je suis pas du tout pessimiste au sens où je pense que la souffrance collective, elle est maintenant dans le fait qu'on nous a dit que tout allait bien, Madame la Marquise. On a dû constater que c'était pas le cas. Et maintenant, il faut chasser les gens qui nous répétaient sans cesse que tout allait bien en disant non, 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 mais
Ah, mais vous êtes pas gentil, il faut pas dire ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas la gentillesse. C'est pas, il faut pas laisser, on s'est laissé aller un peu à la dictature des sentiments, mais maintenant, la réalité, elle a la peau dure. Il faut revenir au réel. Et puis, il faut proposer quelque chose. Et si on propose rien, ben, ce sont des partis comme l'AfD qui vont le faire. C'est ça la réalité. Le problème, c'est Mm. pas le danger de l'AfD. Le problème, c'est la cécité des autres. C'est plus ça, moi, je dirais. Ouais. Mais évidemment, ces autres partis qui ont fait cette politique énergétique, si on prend que l'Allemagne, complètement foireuse en Allemagne, qui pollue beaucoup plus en termes de carbone que la France, des ordres de grandeur de plus, mais qui ont investi tout le pognon des Allemands pour faire des panneaux solaires et des éoliennes, les gens disent, les mecs, vous avez foiré. En fait, on émet toujours plus de carbone et puis en fait, on a de moins en moins d'énergie. Ça va pas. Et le problème, c'est que on confond l'ancien parti politique avec leur programme. Et du coup, il va y avoir une réinvention. C'est nécessaire. Il y a de nouveaux Mm. partis politiques qui vont devoir être formés avec des plans qui sont nouveaux. Mais souvent, quand tu as un changement d'air, qu'est-ce qui se passe? En fait, on blâme les anciens. C'est très pratique. C'est ce qui se passe en foot. Au foot, bah voilà, si le Barça il perd de trop, bah tu prends l'entraîneur, tu dis non bah mec, toi t'es pas assez bon, puis t'engages Younes. Et puis Younes il arrive, il fait quelques années jusqu'à qu'il se mette à perdre, et puis tu le remplaces. Pourquoi? Parce que ça déculpabilise les joueurs. Et le rôle d'un leader ou d'un leader politique, c'est que bah, De Gaulle, quand il a perdu son référendum, il est parti. Pas forcément parce qu'il pensait qu'il était plus en capacité d'amener la France dans la bonne direction. Il a quand même fait preuve de pas mal de sang-froid au moment où il fallait et de jugeote, un grand homme. Et il a été grand homme jusqu'au point de jouer ce rôle d'entraîneur de foot qui change si l'équipe perd. C'est ça, les grands hommes d'État, ils sont comme ça, ils s'accrochent pas à leur barque. De step Et back. du Ouais, parce que ça déculpabilise les gens en dessous. Ah bon, bah, le vieux, en fait, il s'est fait virer, il a démissionné, c'est bon, nous maintenant, on peut changer de politique. Mm, Tandis mm, que mm. si les gens s'accrochent comme ça, comme des grimpeurs sur la roche, tu n'arrives jamais à changer de cours parce que typiquement, la classe politique allemande, en fait, elle est mouillée jusqu'au cou et aussi probablement au niveau des affaires dans l'ancienne politique énergétique qu'ils avaient, installer des panneaux solaires, des éoliennes, d'accord? Je serais très curieux de savoir le nombre d'épouses de grands politiciens allemands ou de maris de politiciennes allemandes qui n'ont pas investi dans le solaire, l'installation de panneaux solaires. Puis sur la course politique, elle change. Ben, il y a toute une réadaptation économique, c'est aussi une question de pognon. Donc en fait, il faut pouvoir changer de trajectoire. Et ça, les gens, ils aiment pas trop. Et puis aussi, ça, tu me fais une transition et je pense le point le plus important pour nous, c'est l'aspect business. Oui. Parce que pour moi, de ce que je vois, le business maintenant est devenu beaucoup plus important que la politique et c'est le business qui te permet de faire des choses en politique. C'est le business qui te permet de générer des revenus, d'avoir des impôts, des taxes et justement, où là maintenant, il faut admettre qu'on est en période de wartime, que c'est plus une période de peacetime, que les 30 glorieuses, elles sont passées Mmh. et que maintenant, il faut des gens à la tête des entreprises qui soient ouverts à la digitalisation, ouverts à réinventer leur entreprise. Et c'est ce qui va pouvoir nous permettre aussi d'avoir un impact sur la politique. C'est sûr et certain. Et le truc, c'est que on est passé, c'est pas que les 30 dernières années, on avait tort, mais le changement n'était pas nécessaire. Oui, oui, on ne va pas changer que Alors pour que changer, maintenant, si ça, il si est, ça va il est bien. devenu, il est devenu, mais absolument vital. Alors, bon, si un de nos auditeurs a 82 ans puis qu'il est propriétaire d'entreprise, il faut pas non plus qu'il se tue à la tâche pour la faire changer. Ma foi, elle mourra avec lui, c'est pas grave. Mais pour les gens qui sont aux manettes ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou faire bouger leur entreprise, c'est sûr et certain. Maintenant, moi, on verra le timing, mais je pense que les gens ont, bah, allez, mettons 12 mois. Dans 12 mois, en fait, on verra dans l'économie. Il y avait au WEF, où je serai d'ailleurs dans 2 semaines, il y a une statistique qui est sortie où en fait, ils prédisent que 70% des jobs col blanc, donc en fait dans le tertiaire, la manipulation de l'information, ils auront disparu d'ici 10 ans. C'est énorme. Good luck with that. Hein. Ça, c'est annonciateur d'un tsunami sans précédent. Et l'annonce de Jeffrey Wang, moi, j'encourage les auditeurs, s'ils parlent anglais, à écouter ce qu'il a dit. Mais en gros, je vous le résume, il fait des chips super. C'est un mauvais présentateur, il n'est pas très doué.
mais il a une des entreprises tech les plus puissantes du monde. Et ce qu'il vous annonce, c'est l'IA dans les robots. Et en fait, Ah, tu parles ça du va fondateur d'NVIDIA, pardon. Ouais, Jeffrey, ouais. Et en fait, Jensen Huang. Ouais, Jensen moi, les Huang. prénoms, c'est vraiment pas ça. J'ai eu des employés par le passé, je les ai rebaptisés, j'y arrivais pas. Ouais, C'est terrible. et puis C'est horrible, hein. Non, mais c'est pour leur dire, s'ils m'écoutent, je m'en excuse. C'est pas, je fais ça avec tout le monde, ma foi. Mais je sais pas si tu as remarqué, parfois, tu as des gens dont le prénom ne fonctionne pas avec leur visage. Moi, ça j'ai dit, matche pas. c'est quand même pas de ma faute. Ou bien, si quelqu'un n'a pas le bon prénom, il n'a pas le bon prénom. I'm so sorry, mais il y a des fois où ça va pas. Là, on va dire que quand toi qui as occupé des grands rôles de CEO, de PDG, vous avez tellement de choses dans la tête que vous ne pouvez pas vous souvenir Non, c'est de juste tout le moi qui monde. suis affreusement mauvais. Non. J'avais pris une fois un cours pour où j'essayais de résoudre ce problème, ma foi, totalement aigu de prénom. Et j'ai eu tout un cours pour comment. Mais bon, même les gens Je qui le crois qu'il font y avait extrêmement Chirac qui avait proches. une technique. Là, j'avais vu une vidéo qui disait, quand il oubliait le prénom ou le nom de quelqu'un, il lui disait comment vous appelez-vous? Puis la personne, elle répond Patrick. Il disait oui, je sais, Patrick, je parlais de votre nom de famille, tu vois, et puis vice-versa. C'est ça Non, le mais moi, trick. j'essaye pas de pointer. C'est trop fatigant. Non, donc oui, pour le business, donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, si les politiques ils comprennent ça, si les PDG de grosses boîtes aussi en prennent conscience, typiquement Nestlé en Suisse, bah, ils ont changé le CEO et tout. Je crois que ça fait maintenant 3 mois ou 6 mois qu'il est là. Nestlé est une grosse boîte qui est mondialement connue, qui fait des milliards de chiffres d'affaires, mais qui est aussi, on va dire, en certaines difficultés. Bah, ils ont mis quelqu'un d'autre à la tête. Je crois qu'il s'appelle Ouais, Patrick Fraisse ou un truc comme ça. Il est français d'ailleurs. ouais. Bah, moi, Nestlé, je pense ils sont promis un bel avenir. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais à mon avis, ils vont être bien parce qu'ils sont AI-proof. En fait, eux, Laurent Fraisse, ouais. ils vont que bénéficier de l'IA, des gains de productivité de l'IA. Et comme ils fabriquent des vraies choses, leur grand défi, c'est de faire le tournant vers health tech. Donc, Nestlé, ils sont nés, en fait, dans la nourriture transformée après la guerre, etc., où le problème, c'était d'avoir de la nourriture consommable et maintenant, on veut de Tu la les connais nourriture bien, toi saine. d'ailleurs. Enfin, c'est une boîte que. C'est pas que je les connais bien, mais je trouve que c'est une boîte intéressante. Ils ont une très belle histoire et en fait, c'est très marrant quand tu lis les commentaires. En fait, j'ai répondu sur LinkedIn l'autre jour parce qu'il y avait un gars qui disait qu'ils avaient perdu une décennie parce qu'ils ont, si tu regardes il y a 10 ans et maintenant, en fait, ils ont à peu près la même valorisation en bourse. Donc en fait, c'est de lost decade, d'accord, la décennie perdue en bourse, etc. Et puis, le gars qui visiblement avait travaillé très longtemps chez Nestlé, puisqu'on a pas mal de gens qui y travaillent, mais sinon, c'est très facile de dire qu'en fait, ils sont méchants, pas performants, etc., etc. Mais si tu regardes les choses avec un peu de sang-froid, en fait, Nestlé, ben ok, ils fabriquent des céréales pour le matin, de la mayonnaise, du café, etc. Je crois pas que les gens vont s'arrêter de manger. Et avec Ils ont un monopole. ouais, puis ils font du bon boulot, si tu veux. Ils ont alors, le premier, eux, ils vont bénéficier des gains de productivité liés à l'IA, naturellement, évidemment qu'ils vont le faire. Donc, ça va être que à leur avantage. Mais ils vont continuer à manufacturer et à fabriquer des produits dont les gens ont absolument besoin, c'est manger. Euh, et du coup, si ils arrivent en plus à prendre ce virage vers la nourriture transformée qui améliore ta santé, alors là, c'est kin double kin carton. Ils vont faire un carton. Donc, moi, je pense que c'est une société où on peut raisonnablement prédire qu'ils vont avoir moi, je dirais, allez, si on leur laisse 5-10 ans, ils seront vraiment, vraiment bien. C'est pas du tout une société qui est en danger. Et je pense qu'une société qui fait que de manipuler des bits, donc des morceaux d'information, alors là, C'est ça plus va être autre compliqué. chose. Ah, ben, ça va être très difficile, hein. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire qu'on leur prédit la peste et le choléra. Ça veut dire qu'en fait, l'ampleur des changements à venir pour eux, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus rapide, beaucoup plus profonde. Donc, Et en essai, je pense qu'ils sont bien. tu vois quoi comme type de boîte justement qui va avoir du mal? On parlait de Alors, l'industrie automobile, certes, mais ouais. tu as quoi comme Alors, autre industrie en il y a, Europe?
Ah, en Europe, on en a bientôt plus beaucoup. On a toute une série de PME. On a l'aviation Airbus. C'est quand même un grand champion européen technologique qui fabrique des avions. Ils vont très bien se porter. Ils sont d'ailleurs devenus leaders grâce aux envies de Boeing. Mais ils sont bons, hein. Ils font vraiment du bon boulot. Qu'est-ce qu'on a comme grand lit? Il n'y a pas grand-chose. On a quelques grosses banques encore, heureusement, en France. Mais il faudra pas qu'elles se prennent trop d'amendes des Américains, hein, comme ça leur est déjà arrivé. Si Total va se faire Le luxe. coter à New York, alors le luxe, évidemment, LVMH, heureusement qu'ils sont là. Mais on n'a pas énormément de grands fleurons et surtout, on n'en a pas du tout dans cette nouvelle économie, en fait, qui est en train d'émerger et de faire changer le monde. Ça, je pense que c'est la chose la plus inquiétante. Et je vois mal, si tu veux, comment on pourrait en faire émerger de très crédibles. Euh, Rapidement. Ou même sur du court ou, terme ou ou même moyen terme ou ou même même long terme. lentement. Ouais, sincèrement, je vois pas parce que, à moins qu'il y ait une volonté politique et des moyens colossaux qui soient assemblés, je pense que ce sera très difficile. En fait, on l'a pas fait on l'a pas fait au début du web, on l'a pas fait pour les microprocesseurs, on l'a pas fait pour les ordinateurs. La seule boîte un peu intéressante, c'est ASML, ils sont hollandais, mais quand Trump a décidé qu'il devait plus vendre donc ils fabriquent les machines qui permettent de faire des chips, des GPUs, des CPUs, donc des microprocesseurs ou des processeurs pour l'IA, ou toute autre chose. Et en gros, à un moment, Trump a décidé qu'il devait plus vendre de machines de pointe en Chine. Voilà. Ok. Alors, on peut dire que c'est un leader européen, mais c'est quand même, ils peuvent pas choisir leurs clients. Puis, l'Europe a dit, ouais, non, non, vous avez raison, c'est mieux pas. En fait, c'est vraiment des cow-boys, hein, les Américains. Ouais, puis nous, on est surtout c'est quoi le vacher, celui qui vient assister, tu sais, celui qui vient assister le cow-boy. Je sais pas. On porte la gourde, quoi. On- Tu vois? Là, ils nous disent Donc, même plus porte la gourde. Maintenant, ils nous disent reste à ouais, l'écurie. ouais. Non, honnêtement, en Europe, un très intéressant qu'il y avait, c'était DeepMind, qui était en À Angleterre, Londres, ouais. ouais, qui a été rapidement racheté par Google. Je sais pas, j'en vois pas tellement. Ouais, après, un peu la pharma, quoi. Mais Ouais. je crois que même le Doliprane, maintenant, il va être fabriqué aux États-Unis, un truc comme ça. Non, je pense que la pharma, on a un truc à jouer. Il faut pas non plus s'endormir parce qu'en fait, l'IA, ça permet d'inventer des nouvelles molécules très rapidement. Donc, on est dans une période de grands changements. Donc, en fait, si tu t'assieds sur ton tronc, il va rien se passer, quoi. Tu vois, faut être en mouvement. Il faut être à la manœuvre. Il faut être courageux et ambitieux. C'est beaucoup moins risqué, en fait, de simplement s'asseoir sur ses lauriers. Ok. Pascal, je te remercie. On a fait un peu de C'est politique moi. aujourd'hui, mais c'était obligé pour donner du contexte et qu'au final, maintenant, quand tu es dans le business, tu es obligé de parler politique, quoi. On prend Eh pas ouais. parti, mais Non, on non. décrypte. On décrypte. Ciao. Ciao Younes, bon week-end. Ciao, ciao, bon week-end.